Je suis très content d'être parmi vous. Comme j'ai été présenté, merci pour la présentation. Donc, je suis agronome et agriculteur, donc ma société c'est l'Agrégat. J'ai passé un certain temps à travailler dans l'ouest de la France avec les éleveurs laitiers. Aujourd'hui, je suis redescendu dans le sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne, où il y a un petit troupeau avec mon épouse, où on a des vaches. Et le but du jeu, la présentation, donc ça va être de vous parler donc de la bonne terre avec différentes thématiques. Ça va être assez dense, assez intense d'un point de vue technique parce qu'on m'a briefé. Donc je vais essayer de parler à tout le monde, de vulgariser au maximum. Et surtout, si vous avez des questions, vous les notez bien, vous les gardez, et il y aura un temps d'échange après, et vous me posez les questions, vous n'hésitez pas. Du coup, d'où je suis parti et d'où ça commence, donc je suis fils d'agriculteur du Lot-et-Garonne, et on n'a pas de la très bonne terre dans nos coteaux argileux. Et donc, depuis des années, je fais le tour du monde, et je gratte de l'information un peu partout pour essayer de trouver et comprendre comment on peut faire de la bonne terre malgré la terre que l'on a sous nos pieds. Souvent on me dit la meilleure des choses que tu as à faire c'est de vendre la ferme et d'en acheter une autre, mais on n'a pas toujours cette chance et c'est pas toujours l'option. Et donc l'idée ça a été de chercher des informations un peu partout pour essayer de créer ce sol le plus fertile possible, de la meilleure des qualités possibles pour nous faire des produits de qualité, parce que un produit de qualité c'est un produit qui a du goût, un produit qui nous nourrit et qu'on a plaisir à manger et à partager. Et donc, au fur et à mesure de creuser et de chercher de l'information, ça va devenir c'est très simple, mais en gros, il y a ces trois briques-là qu'on retrouve tout le temps et qui sont très basiques, mais on va les creuser dans les unes et dans les autres. Et donc, on a ce bloc qui est la partie biologie, où là, l'idée, c'est comment on a cette vie et la vie qui va nous permettre de libérer les éléments nutritifs, de les rendre disponibles, d'aller chercher plein d'enzymes et d'autres choses pour stimuler nos plantes. On a toute une partie qui va être les minéraux. Est-ce qu'on a les bons minéraux dans notre sol ou pas? Est-ce qu'on a des manques dans certains minéraux ou des excès d'autres minéraux qui vont nous poser d'autres problématiques? Et donc on va aller creuser ces éléments-là. Et puis la dernière partie qui est notre carbone, dans lequel on nous en parle dans beaucoup de cas en disant que c'est pas bien parce qu'il y en a trop. Moi en tant qu'agriculteur, plus il y en a, plus je suis content. Dans nos serres, on en rajoute. Donc ça ne nous pose pas trop de soucis. Et ce carbone, c'est lui qui permet de nourrir notre activité biologique, permet de tenir nos sols et qui permet d'alimenter le système et de faire tout tourner. Donc pour en revenir à ma petite formule, donc j'ai commencé par là, décortiquer cette formule pour faire rentrer du carbone et faire rentrer cette source pour alimenter tout le système, on a besoin de photosynthèse. Et donc comment fonctionne notre photosynthèse, nos petits atomes sur lesquels on n'a pas toujours la main. Et puis il y a toute la magie qui se passe au milieu dans notre feuille où on se dit, bon, elle a pris de la lumière et à partir de cette lumière, elle nous a fabriqué du sucre. Et ce sucre va nourrir les plantes, va nourrir notre sol et va nourrir tous les éléments. Et sauf que quand on décortique, si mes profs à l'école, quand j'étais en cours d'ingénieur, s'ils m'avaient expliqué ça comme ça, je les aurais peut-être un peu plus écoutés. En cours de biochimie, quand on décortique notre photosynthèse, on se rend compte qu'il y a plein d'enzymes qui interviennent. Des enzymes pour couper la molécule d'eau, par exemple, cette H2O, il va falloir la couper en deux pour récupérer du H+ d'un côté et de l'oxygène de l'autre côté. Et là, cette enzyme-là, elle est à base de manganèse. Donc si on m'avait expliqué ça à l'époque, j'aurais écouté parce que j'aurais compris que je pouvais le mettre dans mes champs et que ça pouvait me servir si j'étais carencé. Et puis on a d'autres enzymes qui vont nous permettre de fabriquer la chlorophylle et d'autres éléments. Donc là, on va retrouver du fer, on va retrouver mon magnésium qui est dans ma chlorophylle et tous ces petits éléments dans lesquels nous, en tant qu'agriculteurs, on a la main et on va pouvoir agir sur chacun de ces éléments-là pour pouvoir permettre d'avoir la plus grosse et la plus performante des photosynthèses. Et plus on aura de photosynthèse, plus on aura de sucre, et plus j'aurai de sucre, plus je pourrai nourrir le système. Et donc, mon petit voyage, mon petit périple autour du monde, quand j'ai travaillé et réfléchi sur comment peut-on faire agriculture sans énergie fossile, évidemment, je suis allé voir les amis, je ne vous en parlerai pas là, mais je suis allé les voir pour voir comment ça marche avec des chevaux à l'ancienne, même si on va peut-être pas tous revenir par là. Mais la base du système, justement, de nos énergies fossiles, c'est du carbone. Et notre carbone, il vient de nos plantes au début. Donc on est revenu à cette base-là, et cette plante, comment est-ce qu'on la fait fonctionner du mieux qu'on puisse? Donc plus on a de photosynthèse, mieux ça fonctionne. Deuxième élément, et là je suis sûr tous vous assommer, mais on m'a dit, faut que tu parles de ça. Donc je vais vous en parler, mais je vais essayer de vous le simplifier au maximum. Et on va revenir, et je vais vous présenter en gros 3 scénarios sur lesquels on va parler de différentes typologies de sol, différentes pratiques, et comment on peut essayer de les optimiser et les améliorer pour avoir cette bonne terre. Donc là, vous avez une croix, qui est la croix du redox, qu'on appelle. On m'a demandé de la mettre en français, je ne l'ai pas, elle est que en anglais. Quand c'est les publications, elles sont comme ça, mais
Bon, P pour phosphore, que ce soit français ou anglais, on va s'en sortir. Et donc là, vous retrouvez la croix avec deux éléments. À l'horizontale, vous avez votre pH. Et plus votre pH va monter, plus il va se passer des choses. Nous, ce que l'on cherche à obtenir dans notre sol, c'est un pH plus ou moins aux environs de 6,5, 6,5, 7. Mais on va se retrouver, si je prends nos argilo-calcaires, avec des pH qui vont être à 7,5, 8, 8,5, 9 dans certains cas. Et plus on va monter, plus on va se déplacer vers des zones où on va bloquer les éléments nutritifs. Et ces éléments qui vont se bloquer, ils vont nous créer des carences dans nos cultures. A l'inverse, quand mon pH va descendre trop bas, le risque, c'est d'avoir des toxicités qui se mettent en place, on le verra sur un cas particulier, notamment avec de l'aluminium, qui lui va se libérer par une trop forte dégradation de mon sol, qui va libérer cet aluminium, qui va venir entraîner des problèmes à la fois sur mes cultures, mais également sur mes plantes, qu'on va retrouver dans les animaux et dans les humains derrière. Des plantes qui sont intoxiquées à l'aluminium, on a des problèmes de reproduction, et puis quand on décortique tout, aujourd'hui, il y a plusieurs études qui commencent à lier ça à l'Alzheimer ou à d'autres problématiques que l'on va retrouver. Et donc cet aluminium, il peut nous poser des problèmes dans notre chaîne alimentaire derrière. Et puis dans l'autre sens, ce qui monte et ce qui descend, c'est le redox, c'est l'oxydoréduction. Pour parler en langage agricole, très simple, qu'on comprend, s'il y a des vrais chimistes, je vais me faire jeter des tomates, mais je l'assumerai, c'est pas grave. Pour parler en langage agricole, le redox, c'est principalement la présence ou l'absence d'oxygène. Plus vous en avez, plus vous êtes oxydé, moins vous en avez, plus vous êtes réduit. Même si c'est un jeu d'électrons, on est d'accord, mais dans notre monde biologie, principalement, c'est l'oxygène qui va jouer là-dessus. Et donc, plus je vais monter, plus je vais avoir d'oxygène, et plus les phénomènes vont aller vite. C'est-à-dire que si je me retrouve dans cette situation, en haut de mon redox, avec les sols oxydés, vous êtes comme dans un feu où vous avez mis des bûches par exemple, et vous avez ouvert le tirage à fond. Et donc là, ça va se brûler très rapidement. Et comme ça va brûler très vite, il va falloir alimenter énormément de matière organique, énormément de carbone, parce que les cycles vont s'accélérer et aller de plus en plus vite. Et comme les cycles vont très vite, le risque à terme, c'est plus avoir de bois. Et donc quand j'ai plus de bois dans le feu, il s'arrête. Donc j'ai plus de matière organique, donc mon système finit par s'enrayer et s'arrêter. Mais ce qui se passe, c'est que tant que j'ai du bois et que ça surchauffe, enfin que ça chauffe, ça va surchauffer. Et le risque, quand je surchauffe, c'est que ça s'emballe. Et quand le système s'emballe d'un point de vue sol ou d'un point de vue plante, c'est que j'ai de plus en plus d'éléments disponibles en trop grosse quantité. Ce qui fait que mes plantes vont pousser de manière excessive, sans se réguler, avec beaucoup de nitrates notamment à l'intérieur. Donc des très fortes biomasses, mais pas stables. Problème d'enracinement aussi, au niveau de mes végétaux de ce côté-là. Et donc le risque, donc ça va être de l'inverse, mais également tous les problèmes sanitaires, mes insectes, mes maladies, tous mes pathogènes. Vous le reverrez sur le graphique tout à l'heure. Et donc mon système, quand il s'accélère trop vite et qu'il va trop fort, là ce que je fais dans mon poêle, quand j'ai trop chaud, je baisse le tirage. Et donc comment je baisse le tirage dans un sol? C'est que j'ai plusieurs stratégies. Si je limite mon travail du sol, je vais déjà baisser la vitesse à laquelle je l'oxyde, donc baisser le tirage, mais surtout, l'élément principal, c'est de ramener suffisamment de bûches dans mon feu pour qu'il continue à brûler. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je ramène suffisamment de matière organique, suffisamment de couvert végétal, suffisamment de sucre pour que mon système continue à brûler et il tienne dans le temps. A l'inverse, si je me retrouve dans la situation d'en bas, donc très réduit, c'est-à-dire que je manque d'oxygène. Et moins j'ai d'oxygène, moins ça fonctionne. Donc là, c'est le feu, vous avez complètement fermé le tirage, et si vous l'avez trop fermé, il s'arrête. Donc vous pouvez mettre autant de bûches que vous voulez, il ne bougera pas, parce que de toute façon, la flamme, elle n'est plus là, et ça ne va plus fonctionner, ça ne va plus s'allumer. Et donc à ce moment-là, dans un sol qui est très réduit, on en verra dans un deuxième cas, mais c'est un peu ce qu'on retrouve dans des marais, dans des tourbières, vous avez une accumulation de matière organique, mais qui ne bouge plus, elle ne sert à rien. Elle est là, elle est inerte. Et donc dans cette situation-là, c'est l'inverse, il va falloir redémarrer la flamme, relancer le système, remettre de l'oxygène pour pouvoir réamorcer la combustion pour libérer des éléments nutritifs. Et le but du jeu, c'est pas drôle parce que c'est l'un ou l'autre, non, c'est d'être à l'équilibre des deux en permanence. Il faut qu'il y ait suffisamment d'oxygène pour libérer des éléments, mais pas trop pour pas que le système s'emballe. Et donc dans un sol qui fonctionne bien, je me retrouve avec cette zone d'équilibre entre les deux où j'ai suffisamment de matière organique qui rentre dans mon sol pour alimenter, suffisamment d'oxygène pour aller les chercher, que ça fonctionne, mais il ne faut pas trop de l'un ou trop de l'autre. Et dans mon sol, j'ai des zones un peu plus oxydées, un peu plus réduites, mais c'est cet optimum et cet équilibre-là qu'on cherche à obtenir. Très facile à faire en théorie, un pays où j'aimerais bien habiter, beaucoup plus difficile à faire en pratique dans les champs. Et donc je vais vous amener et essayer de vous présenter des exemples
sur ces thématiques-là. Un deuxième point intéressant à discuter, et ça va dans cette notion de ça s'accélère et ça va trop vite, c'est tout ce qui est protéosynthèse et protéolyse. La plante, et on est tous agriculteurs, et souvent quand on manque de fertilité, ce que l'on veut tous faire, c'est remettre un peu plus d'azote. Quand on est en bio, on cherche à le trouver sous les formes organiques, mais si on est en conventionnel, on met un peu plus d'ammonitrate ou un peu plus de solution azotée, on se dit que ça va pousser plus vite. C'est très bien de mettre cet azote, mais la grosse question, c'est est-ce que ma plante sait l'utiliser, sait le valoriser correctement ? Parce que je peux lui mettre beaucoup d'azote, mais si elle reste sous des formes très simples, donc des formes nitrates par exemple, ou ammoniacales selon les situations, mais je me retrouve dans des situations où cet excès d'azote va faire surconsommer de l'eau à ma plante, donc elle va avoir une sève beaucoup moins concentrée, et donc beaucoup plus de sensibilité aux attaques de prédateurs ou d'insectes ou de maladies derrière. Et donc ça, c'est si j'ai mis trop de fertilisants, trop de nitrates très souvent. Mais dans l'autre sens, on a un autre phénomène qui se passe, donc c'est la protéolyse, c'est-à-dire que j'ai alimenté de l'azote, ma plante a réussi à faire des protéines de qualité, et à un moment donné, elle est en situation de stress. Et quand elle est en situation de stress, c'est comme un coureur qui va faire un marathon, première chose qu'elle brûle, c'est ses sucres. Tous les sucres qu'elle a en stock, elle va les brûler, et la photosynthèse est plus suffisamment puissante pour en faire assez, donc elle brûle tous ses sucres. Une fois qu'elle a brûlé tous ses sucres, elle va les taper dans un autre compartiment qu'on fait nous aussi, elle va brûler ses matières grasses. Toutes les plantes font des matières grasses quand elles ont de l'excès de sucre, et donc elle va brûler ses matières grasses. Jusque-là, pas de problème. Matières grasses, on a fait du stock pour les mauvais jours. Mais à partir du moment où j'ai plus ni sucre ni matières grasses, je vais faire comme un coureur de fond, je vais commencer à taper dans mes protéines. Et à ce moment-là, je rentre dans une situation de protéolyse, donc dégradation de mes protéines. Et ce qu'on va retrouver dans les feuilles, c'est de l'ammoniac, NH4. Et cet ammoniac, qu'on retrouve dans nos feuilles, le souci qu'on a, c'est que c'est un élément qui émet énormément d'infrarouge. Et par cette émission d'infrarouge, ça a été démontré scientifiquement, ça appelle des animaux qui ont des petits insectes qui ont deux trucs sur la tête qui s'appellent les antennes, et les antennes, ça capte des ondes. Et dans les ondes qu'elles captent notamment les infrarouges, et des spectres très spécifiques. Et à partir du moment où on se retrouve avec des très grosses quantités d'ammoniac dans les feuilles, vous êtes à peu près tranquille, qui viennent pour nettoyer le système. Et donc tout ce qui les dérange, ils viennent le bouffer. Nous, ça nous embête, mais à la base, c'est qu'on a créé un problème plus tôt dans le système. Donc il y avait un chercheur de l'INRA qui avait pas mal travaillé là-dessus, notamment sur des pommes, Monsieur Chaboussou, qui avait travaillé là-dessus, où il se rendait compte que quand il mettait un fongicide particulier du Captane sur des pommiers, on avait l'araignée rouge qui arrivait. En fait, c'était très simple, c'est qu'à partir de ce moment-là, on avait bloqué la photosynthèse à un instant, qui faisait qu'on avait de la protéolyse qui se mettait en place, donc les araignées rouges sortent pour faire sortir ça. Et ça, je l'ai retrouvé de manière très concrète. Dans tout mon périple, je me suis retrouvé au Kenya, dans une ferme, qui fabrique des insectes prédateurs que l'on va racheter pour remettre dans nos champs. Et cette ferme-là, ils m'ont expliqué que c'était des insectes prédateurs aux araignées rouges. Ils m'ont dit, pour faire sortir de l'araignée rouge, le meilleur moyen, c'est de faire l'agriculture la plus mauvaise que tu connaisses. Donc tu surfertilises, tu mets de l'eau, t'arrêtes de mettre de l'eau, tu fais des coups de chaud, tu fais tout ce que tu peux et t'es tranquille, elles sortent. Et à partir du moment où elles sont là, on va pouvoir sortir les prédateurs pour les multiplier, pour les vendre aux agriculteurs. Et je lui ai dit, mais à la base, si tu gères ton agronomie un peu différemment, elles sortent les araignées rouges? Non, jamais. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est faire des prédateurs pour vendre des prédateurs. Chacun son business. Donc ça, c'est une deuxième notion, mais qui est importante à comprendre parce que c'est lié à mes pratiques. Oui, le climat va avoir des impacts où je ne pourrai pas tout jouer, mais c'est comment j'arrive, par ma stratégie, à tenir mon système résilient le plus longtemps possible. Que le moment où ça se dégrade soit le plus tard possible et en espérant qu'il se dégrade jamais ou que ça lâche pas. Ça, c'est... Je vous le remettrai, mais ça, c'est à force de travailler, de réfléchir, c'est un petit peu la méthodologie qu'on a développée et dans toutes les fermes où on intervient, on reprend ces étapes-là. Ça paraît très basique, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que très souvent, on oublie la base et on veut faire des choses très compliquées alors que la base, elle n'est pas au rendez-vous. Et donc, chaque fois qu'on intervient dans des fermes, ce que l'on regarde en premier, c'est les 3 premiers points, mais surtout, c'est le premier point dans l'ordre. D'abord, on vérifie qu'on ait des bonnes structures de sol. Je vous ai dit, on en a parlé avant, qu'il faut des racines qui s'enracinent et qui descendent pour aller chercher des minéraux. Et donc, pour avoir des racines qui s'enracinent, il faut avoir une structure de sol qui soit cohérente. Des tests bêches, j'en fais à plus savoir comment faire. Ça, c'est l'outil le plus rentable d'une ferme, une bêche. C'est le moins cher et le plus rentable. À chaque fois qu'on fait des trous, quasiment à chaque fois, on a des problèmes de structure. Dans 80% des trous que je fais, j'ai un problème de structure. Donc ça, c'est le facteur limitant numéro 1, et celui-ci, il coûte pas cher à corriger.
C'est oui, je dois peut-être passer un outil à un moment donné, mais très souvent je remets les couverts, ou quelle stratégie j'ai pour me tenir une structure de sol qui soit cohérente, parce que l'aliment numéro 1, on l'a vu, c'est du carbone, c'est du CO2. Et le CO2, certes, j'en prends par les stomates, mais ce CO2, vu qu'on est limité dans l'atmosphère, la majorité, il vient de ce qu'on est tous en train de faire dans la salle, on est en train de respirer, de ramener du CO2. Nous, on brûle du sucre pour ramener du CO2. Et notre vie du sol, elle fait la même chose. Elle mange les sucres que la plante lui amène, et en échange, elle recrache du CO2. Et si vous regardez les stomates, ils sont majoritairement sous les feuilles. Parce qu'elle sait, la plante, que ça va ressortir principalement sous le sol. Enfin, du sol, pardon. Et donc, le but du jeu, c'est de faire des microcycles du carbone les plus petits possibles. Ça sort du sol et ça ralimente. Et si vous n'avez pas une bonne structure de sol, vous ne réussissez pas à ralimenter votre plante. Plus l'oxygène qui permet d'aller chercher la nourriture des plantes. Deuxième point, ça va être toute notre partie équilibre minéraux. On en a parlé un petit peu, c'était ma brique minéraux, et on va creuser un peu ce sujet-là. Et là, on se rend compte qu'il y a plusieurs situations. On a des situations où on a les minéraux qui sont là, mais qui vont être bloqués. Et donc là, comment est-ce que je les débloque et quelle stratégie je mets en place pour les débloquer? Et puis on a d'autres situations où des minéraux, ils ne sont pas là. Je vais en Bretagne, le calcium, je ne suis pas trop riche. J'enforce des portes ouvertes. Mais il y a plein d'endroits où on l'oublie. On se dit, bon, ça fera quand même 100. Mais on peut aller dans d'autres situations où moi, je suis dans des argilo-calcaires, où nous, du calcium, on pourrait en vendre aux Bretons, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, on manque de magnésium. Et ça nous pose d'autres problématiques. Et une fois qu'on a fait ça, il faut évidemment ramener de la nourriture. Et là, on en parlait avant, mais c'est le carbone. Et ce carbone, le seul moyen de ramener du carbone dans votre système, c'est de faire pousser une plante. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Le seul qui fait ramener du carbone correctement dans le sol, c'est de faire pousser une plante. Les Suisses l'ont démontré, ils ont des analyses de sol tous les 10 ans dans des parcelles, depuis des années, et toutes les pratiques qu'ils ont regardées, le seul moyen performant de remonter les taux de matière organique, c'est de faire pousser une plante, parce que c'est elle qui fait du sucre et qui injecte ce sucre dans le sol. Donc on n'a pas le choix, il faut être capable de faire pousser une plante le plus longtemps possible. Ça peut être des couverts végétaux, mais également les cultures que l'on fait, elles ont cette capacité à injecter du carbone dans le sol à travers les exudats. Puis une fois qu'on a fait ça, on peut aller travailler les oligo-éléments, la nutrition fine et les autres points. J'ai été clair sur mon introduction? Je vous ai pas perdu? C'est l'heure de la sieste? Je suis désolé. On m'a mis pour vous réveiller. Donc là, on va aller voir plusieurs thématiques. La première, on va travailler sur des limons un peu décalcifiés, des limons asphyxiants. Et ça, c'est le problème que l'on a sur des limons. Des trucs qui se reprennent en masse et qui vont refaire des blocs. Et donc si mes limons, je les remets sur ma petite croix, le souci qu'on a, c'est qu'ils vont fluctuer, vous avez la petite croix redox qui est là, et ils vont fluctuer d'une situation à l'autre, où souvent, sortis d'hiver, ils ont pris de la flotte, et ils se sont repris en masse, donc ils sont asphyxiés complètement. Et donc là, soit je vais les travailler, ou la plante va pousser, peu importe, mais très souvent, ils vont arriver vers la zone favorable où tout se passe bien, et en deuxième partie de cycle, ils sont partis de l'autre côté, parce que ce qui oxyde, c'est la sécheresse, les coups de chaleur, et toutes ces choses-là, et donc ils vont remonter, et on arrive en deuxième partie de cycle, au moment où ça coince. Vous savez, le blé, quand il sort d'hiver, il est beau, et puis les fongicides, on commence à les mettre en deuxième partie de cycle, quand ça commence à se compliquer. Parce qu'en fait, ils sont passés de l'environnement où tout allait bien, voire un peu trop réduit, à l'environnement qui s'oxyde au fur et à mesure de la campagne, et on arrive dans la zone qui devient de plus en plus compliquée. Dans ces sols-là, ce qu'il faut gérer, et le problème principal, ça va être notre manque d'oxygène toute la partie hivernale, qui peut nous poser des soucis, où là, on est asphyxié et ça démarre pas, et donc c'est long pour les implantations, ça nous fait pas mal de maladies de pied sur différentes cultures, du rhizoctone, des sclérotinia ou d'autres choses, toutes ces maladies qu'on va retrouver, liées à des problèmes d'asphyxie que l'on a. Et de l'autre côté, ces sols-là, le problème de structure que l'on retrouve aussi très souvent, c'est les problématiques de disponibilité en calcium, qui fait qu'on a des pH qui ont tendance à s'éroder tout doucement et à basculer vers l'acidité. Ça, pas forcément sur tout l'horizon, mais ça peut être sur les horizons de surface. Et cette acidité qui se met en place au fur et à mesure nous fait cette toxicité aluminique qui va nous entraîner toutes nos problématiques liées aux problèmes de structure de sol. Donc là, l'enjeu dans ces sols, c'est comment je fais rentrer de l'oxygène au maximum pour faire mon développement racinaire. Et ma compaction, qui s'est développée, elle est liée à 3 briques que l'on retrouve tout le temps. D'un côté, à la physique et à la texture de mon sol. Donc si j'ai des limons, évidemment, c'est plus sensible à la compaction qu'une argile ou qu'un sable. Mais attention. C'est également lié à toute ma partie chimie, à mes équilibres calcium et magnésium qu'on va retrouver dans mon sol. Si j'ai beaucoup de calcium, j'ai un sol qui floccule bien.
Si j'ai beaucoup de magnésium, le magnésium a tendance à rapprocher les éléments les uns des autres et donc limiter les passages d'air. Et donc s'il y a moins d'air qui circule, j'ai tout de suite plus d'excès d'eau, parce qu'il y a moins d'espace, et à l'inverse, un coup de sécheresse qui arrive beaucoup plus vite. Et donc quand on a un bon équilibre entre mon calcium et mon magnésium, on a des sols qui sont floculés au niveau atome, qui permet d'avoir des choses où c'est des atomes qui s'opposent les uns les autres, donc une structure qui tient dans le temps, malgré un passage mécanique, malgré de la pluie, et ainsi de suite. On a des choses où c'est des éléments, vous essayez de pousser deux pôles nord d'un aimant ensemble ou deux pôles sud, ils vont se repousser. Et donc cette structure-là, qu'on a réussi à créer avec un bon équilibre calcium-magnésium, ils permettent d'avoir une structure qui tient dans le temps et qui retient ça. Les autres problèmes qu'on peut avoir, c'est l'excès de magnésium dans des cas ou l'excès de potassium. Donc ça, j'en parlerai, l'excès de potassium chez les maraîchers, avec une pratique que l'on retrouve un peu partout dans le monde. C'est, en France, on a baptisé ça le maraîchage sur sol vivant. À l'étranger, ils appellent ça no-till gardening, où vous mettez gros de biomasse, vous mettez énormément de compost. Ça marche bien au début. Et à partir de 10 ans, les gars, ils appellent et moi, j'ai plein de boulot. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on met, on en reparlera, mais on met beaucoup d'éléments. Et quand on accumule des éléments, on accumule du potassium. Et ce potassium, contrairement au calcium et au magnésium, il a qu'un, c'est K+, Ca2+, Mg2+. Donc 2+, il a deux bras. Et donc avec deux bras, il peut attraper deux éléments et les structurer. Le potassium ou le sodium, il a qu'un seul plus. Donc il n'est pas capable d'attraper deux éléments et les structurer les uns par rapport aux autres. Et donc ce qui se passe quand on est en excès de potassium, on va repérer des structures. Puis il y a 2-3 autres problématiques qu'on va retrouver derrière. Et l'autre qui peut nous poser des soucis, c'est l'excès de sodium. Mais ça, quand vous l'avez, vous le savez généralement, vous êtes en bord de mer, vous êtes dans le marais Poitevin, vous avez Xynthia qui rentre et qui fait quelques petits enjeux. Mais une fois qu'on gère ça correctement, après Xynthia, ça pousse beaucoup mieux. Parce que c'est amusant, parce que l'eau de mer, c'est minéralisé. Si on enlève le Na et le Cl qui nous posent problème, elle nous a ramené à peu près tous les oligo-éléments qu'on pouvait imaginer. Et donc on a des choses, des tournesols qui font 50-60 après une tempête, alors qu'avant on ne savait pas les faire. Donc ça, c'est la partie chimie qu'il faut regarder. Ou l'excès, la partie chimie qui est liée à la partie biologie, c'est l'excès de fertilisation azotée. Parce que plus je vais mettre d'azote, plus je vais consommer de carbone en face. Et plus je vais consommer de carbone, plus vite je vais dégrader ma matière organique qui me permet de tenir mon sol. Et le dernier élément sur la partie biologique qu'on retrouve sur la structure, c'est ce qu'on a par rapport à cet azote, c'est que si on a des sols qui sont très riches en bactéries, voire trop riches en bactéries, elles vont consommer très vite le carbone qui est présent, relarguer beaucoup de CO2, et donc à chaque fois qu'elles consomment mon carbone, elles éliminent de la matière organique, et donc elles font chuter ma structure de mon sol. Et donc c'est là où il faut un équilibre entre suffisamment de bactéries et suffisamment de champignons pour pouvoir avoir une structure de sol qui tienne dans le temps. Donc ça, je vous en ai parlé juste avant, où quand on a les pH qui deviennent trop bas, on a de l'aluminium qui sort et qui va nous bloquer du phosphore, mais il va poser plein d'autres problématiques. Et ce qui se passe, pourquoi je parle de ça dans ces sols à pH neutre, voire un peu acide, c'est que souvent on se dit, bon, je suis à 6, 6,5, tout va bien. Mais ce qu'il faut vérifier, c'est quand je vais mettre mes engrais, surtout en conventionnel, où je mets des engrais azotés. Si je mets une dose d'engrais azotés assez importante ou du soufre, que je peux retrouver en bio, ce qui se passe, c'est qu'à cet instant-là, je vais créer de l'acidification. Et cette acidité que je crée à cet instant, elle va localement libérer de l'aluminium, qui va, au moment où la plante va vouloir manger cet azote ou le soufre, va devoir l'assimiler en même temps et lui poser des problématiques. Et donc le but dans ces sols, c'est de créer une capacité tampon suffisante pour m'assurer que quand je fertilise pour faire du bien à ma plante, je ne crée pas un défaut par cette toxicité aluminique qui se met en place. Je vais aller un petit peu loin de chez nous, mais j'avais le cas en Australie, chez des gens où ils mettaient du phosphore en ligne de semis pour le maïs. Et à un moment donné, ils ont voulu arrêter de mettre du phosphore et ils se sont rendus compte qu'ils avaient une perte de rendement. Mais dans les analyses qu'on avait, on se rendait compte que le phosphore était bien assimilé par la plante et on n'était pas en carence en phosphore. Et en fait, c'est des sols à pH un petit peu bas. Et le phosphore qu'on mettait en ligne de semis venait se combiner à l'aluminium et bloquer l'aluminium. Et donc l'intérêt, c'était pas de mettre du phosphore pour alimenter la plante, c'était de mettre du phosphore pour bloquer l'aluminium qui intoxiquait ma plante. Et donc chez eux, il a fallu trouver une autre stratégie pour arrêter de mettre du phosphore et mettre autre chose qui vienne bloquer l'aluminium. Donc dans ces sols à pH un petit peu limite, attention, le meilleur moyen de vérifier ça, si vous voulez du pratico-pratique, on fait des analyses, on titre l'aluminium échangeable, et il faut que votre valeur soit inférieure à 25 ppm. Tant que vous êtes au-dessus, vous ne réfléchissez pas à votre pH, vous ramenez du carbonate de calcium. Et du coup, dernier point par rapport à ces sols, pour maintenir des structures, il nous faut de la racine.
et il nous faut du couvert, il nous faut des plantes qui poussent. Donc évidemment, ils vont injecter du sucre qui va permettre d'alimenter l'activité biologique, mais également avec le chevelu racinaire, ils vont structurer et nous tenir nos sols. Donc les couverts végétaux, c'est indispensable. Je vous en parlerai un petit peu plus loin sur des essais qu'on a. C'est une culture à part entière et c'est une culture sur laquelle il faut investir. En France, on appelle ça couvert végétal. À l'étranger, en Amérique du Sud, ils appellent ça les cultures de service. Déjà, on met culture et service. Donc déjà, on comprend un peu plus qu'il faut investir comme une culture et que ça rend des services quand ça marche bien. Mais le but du jeu, c'est vraiment de les avoir comme des pompes qui vont nous recycler de la fertilité et nous ramener la fertilité sous forme biologique, sous forme de végétal. Et ce végétal, quand il va se dégrader, il va réalimenter la plante derrière. Et ça va être intéressant dans à peu près tous les sols, mais dans d'autres typologies de sols qu'on a. Donc si on en revient à ces limons battants, le problème qu'on a, c'est que c'est des sols qui sont asphyxiants, qui vont se reprendre en masse, donc il faut gérer très bien l'oxygène là-dedans et avoir une stratégie comment je tiens l'oxygène, sinon on a tous les problèmes de maladies de sol qui apparaissent. Il faut faire attention à son pH également, enfin à son carbonate de calcium par rapport à cette toxicité aluminique, et vraiment attention aux formes d'azote, vous le reverrez. Hop, ça ne veut pas tourner, si c'est là. Deuxième typologie de sol. Juste sur les limons, si on prend, moi quand je compare des sols, j'aime bien les regarder comme un système digestif. Un limon, surtout si vous forcez un peu l'azote, c'est pas très glamour, je suis désolé pour l'heure qu'il est, mais en fait, c'est un sol qui a la gastro. Et dès que vous avez les choses, ça coule trop vite, ça circule beaucoup trop vite les éléments à l'intérieur, et donc comme ça circule trop vite, le système sol, pour se réguler, comme une vache qui a mangé trop de protéines à un moment donné, elle veut manger de la fibre pour temporiser. Et donc le sol qui veut manger de la fibre, ces limons, ou ces sols où ça circule trop vite, il nous fait sortir des plantes fibreuses qui s'appellent les kénopodes. Au début, c'est tout petit, ça mange tout, ça récupère tous les éléments, et après ça nous fait du bois quasiment, la tige a la dureté que ça a. Et le but de ça, c'est de ramener de la fibre, parce que le sol sait que vu qu'il manque de fibre, il faut ramener de la fibre pour temporiser. L'autre chose qu'on peut lui donner, c'est ce que nous on fait quand on a un petit souci de ce côté-là, c'est qu'on prend du smecta. Et le smecta, c'est du gypse, c'est du plâtre, qui permet, avec du calcium à l'intérieur, mais de faire une masse un peu plus solide et de temporiser le système. Et donc le calcium aide à réguler aussi cette digestion-là. Et donc vos sols limoneux, attention, vous avez un risque où la digestion s'accélère trop fort. Là, on va à l'opposé, sur nos argilo-calcaires, où là c'est l'inverse. Eux, ils ont mangé une boîte de smecta tous les matins au petit-déj. Et donc là, il y a tout qui est bloqué. Le système digestif, il est verrouillé et ça ne circule plus. Donc là, il va falloir trouver des stratégies pour pouvoir relancer la digestion, pour pouvoir libérer des éléments nutritifs au fur et à mesure. Si on les replace sur notre petite croix, ils sont très souvent dans le coin là-haut. Ils peuvent être réduits, mais souvent ils sont oxydés parce que ce carbonate de calcium a un effet oxydant. Et donc le risque, le souci qu'on a, c'est que si on est dans un système suroxydé en permanence, et en plus, avec un pH élevé, enfin, je vais le mettre dans ce sens-là pour vous, avec un pH élevé, ce qui se passe, c'est qu'avec un pH élevé, on se retrouve dans des situations où les éléments deviennent bloquants. Le manganèse, je vous ai dit, si vous avez écouté tout au début, pour l'enzyme numéro 1 dans la photosynthèse qui coupe la molécule d'eau en deux, c'est du manganèse. Et du coup, là, si j'ai plus de manganèse, je coupe plus ma molécule d'eau en deux, donc ma photosynthèse est ralentie. J'ai le cas, je suis dans le Lot-et-Garonne, on a des producteurs de noisettes, qui m'appellent et qui me disent on a des soucis, les noisetiers sur les hauts des coteaux, ils sont en carence en manganèse et ils crèvent. C'est normal, ils ne peuvent plus faire de photosynthèse. Donc là, il va falloir, oui, on peut en remettre en foliaire à pleine stratégie, mais en fait, c'est le sol qui est trop élevé en carbone qui va venir bloquer les éléments. En carbonate. Pardon. Et du coup, là, on a des éléments qui sont bloqués. Et dans cette situation-là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on recrée de l'acidité qui va nous permettre de libérer des éléments nutritifs. Et donc il y a plusieurs stratégies pour relibérer et de créer cette acidité. En gros, là vous avez des choses qui font mal à la tête encore. Celui de gauche, j'aime bien et je le fais exprès de le mettre comme ça. Il est en néerlandais. Déjà qu'on ne le comprend pas en français, je le mets en néerlandais, comme ça on est sûr de ne pas le comprendre. En fait, c'est les interactions de tous les éléments les uns avec les autres, mais on finit par trop se gratter la tête. Vous en avez un deuxième qui est un peu plus simple et que je préfère utiliser. Sur celui-ci, en gros, à chaque fois que vous êtes dans un quartier, si vous avez un élément qui devient en excès dans ce quartier, il va bloquer tous les autres éléments. Donc en termes de compréhension, c'est un peu plus facile. Pour donner un exemple, si j'ai du calcium en excès, par exemple, dans mon carré rouge,
mon quartier rouge, mon calcium en excès va venir bloquer mon potassium, mon magnésium, mon sodium. Et c'est exactement ce que j'ai dans mes argilo-calcaires. Du coup, à quoi ça ressemble dans un sol argilo-calcaire? Donc ça, c'est des graphiques que j'ai extraits d'analyse de sol avec un petit laboratoire avec lequel on travaille. C'est un argilo-calcaire où vous avez du calcaire, donc CaCO3. D'un côté, vous avez le calcium qui va venir prendre la place au niveau de mes cations. Et vous voyez que là, le bleu, mes 88%, c'est mon calcium. Et donc la représentation de mon magnésium, de mon potassium et de mon sodium, ça ne représente plus rien. Donc comment voulez-vous que ça s'exprime et que ça se libère alors que le calcium prend toute la place? Et de l'autre côté, celui qu'on oublie de parler très souvent, c'est le carbonate, le CO3, qui lui va venir jouer avec les anions et va venir bloquer principalement mon phosphore. Donc là, le carbonate, vous l'avez, c'est celui qui est à 40% en jaune. Et vous voyez, le phosphore, c'est la petite morceau qui est en vert qui devrait représenter 27% quand ça marche, et là, ça ne représente rien du tout. Et donc là, ce calcaire, en grosse quantité, va venir d'un côté avec le calcium bloquer mes cations et limiter l'assimilation de mes cations, et de l'autre côté avec mes carbonates, bloquer mes anions et également mes oligo-éléments avec lesquels il va se combiner. Et donc dans cette situation-là, je vais devoir recréer de l'acidité d'une manière ou d'une autre pour me libérer des éléments. À quoi ça ressemble? Donc là, c'est une bactérie qui a la capacité de solubiliser du phosphore. Ma photo est coupée. J'aime bien la mettre, cette photo-là, parce que le petit bonhomme, il a un chapeau pointu. Ça, c'est de la donnée qui vient d'Asie. Là-dessus, en termes d'agronomie, ils n'ont pas la même vision que nous. On parlera rotation après, juste pour vous dire sur les rotations, quand on est allé en Asie, au Japon et en Corée, 10 jours, je leur ai posé la question, c'est quoi ta rotation? Qu'est-ce que tu fais comme rotation? Ils ne comprenaient pas ce mot-là. Et je dis, mais tu mets quoi comme culture les unes après les autres? Ben, je sais pas, moi je fais du piment, mon père faisait du piment, et avant moi c'était du piment, quoi. Mais des fois tu mets autre chose que du piment. Non, cette parcelle c'est du piment et c'est toujours du piment. Je dis, mais enfin, nous on nous a appris dans notre monde que si on met tous les ans la même culture, ça finit par coincer. Comment ça se passe? Donc on va chez un autre producteur où lui il faisait de l'ail, et je travaille pas mal avec des producteurs d'ail en ce moment dans le sud de la France, et il dit, mais nous l'ail pareil, tous les ans on met de l'ail. Je dis, mais des fois vous n'avez pas des maladies du sclérotinia ou ce genre de choses? Ah si, ça arrive, on l'enlève une année, on recommence l'année d'après. Je dis, mais nous on nous a pas appris ça non plus. Nous quand ça coince, tu l'enlèves 5, 6, 7 ans, et t'imagines peut-être le remettre après, peut-être que ça redémarrera, mais t'es pas sûr de ton coup. Et du coup ils ont une vision de l'agronomie qui est un petit peu différente. Justement ils ont une vision du sol et de faire du bon sol, du sol fertile, où on revient toujours sur ce triptyque, les bons minéraux, la bonne biologie et les matières organiques pour alimenter le système. Et donc là, l'idée, dans ce cas-là, c'est on remet des bactéries, mais il y a plein, on peut acheter des bactéries du commerce, on peut s'en fabriquer, on peut les multiplier, celles de son sol. Et cette bactérie-là, elle a la capacité, par exemple, de créer de l'acidité avec de l'acide lactique. Vous retrouvez l'acide lactique ici. Et l'acide lactique va venir interagir avec ma roche, qui est du calcium et du phosphore, donc du phosphate naturel, ou dans un sol calcaire, du calcium bloqué avec le phosphore qu'on a pu apporter qui va être présent. Et cette acidité va venir grignoter ma roche tout doucement, libérer d'un côté du phosphore et de l'autre côté du calcium, mais du calcium qui aura été enrobé dans une molécule. Là, vous voyez, ça va être un lactate de calcium, par exemple. Et une fois qu'on l'a enrobé, chimiquement, c'est plus un ion. Les ions, c'est positif ou négatif, c'est instable, ça cherche toujours à faire une molécule. Alors qu'une fois qu'on est sur une molécule, chimiquement, c'est neutre. Donc il s'est calmé. Il ne cherche plus à s'associer avec n'importe quoi pour se stabiliser, il a été stabilisé. Donc il ne va plus nous embêter et nous poser des problématiques. Et donc on a ce phénomène-là, donc là pour libérer du phosphore, mais on a la même chose pour libérer du potassium, pour libérer du manganèse, du magnésium et tous les autres éléments. Et plus j'aurai une activité biologique puissante, plus je vais créer de l'acidité. Donc l'acide lactique par exemple, c'est à 3,5 à peu près en termes de pH. Et donc on crée une certaine acidité qui va me libérer des éléments et grignoter mon sol. Et dans notre tête, souvent quand on pense que je vais grignoter ma roche-mère, on imagine tous le caillou qui est au fond, où j'ai mon sol, ma terre arable, et au fond j'ai un caillou. Sauf que c'est pas tout à fait ça. Mon sol, si vous le reprenez, vous avez du sable, du limon, des argiles, et ces sables, limon, argile, plus si vous avez de la chance, 5% de matière organique, et un petit peu d'air, un petit peu d'eau, mais ce sable, ce limon, cette argile, c'est de la roche. Vous êtes d'accord avec moi? Donc en fait, la roche-mère qu'on dégrade, c'est ça. C'est votre sable, votre limon, votre argile que vous dégradez, vous digérez au fur et à mesure pour vous libérer des éléments. Donc votre plante elle est toujours en contact avec la roche-mère, parce qu'elle est en contact avec votre sable, votre limon, votre argile. Et donc quand on va dans les environnements tropicaux,
où l'activité biologique ne s'arrête jamais, on se retrouve dans la majorité des cas, soit qu'avec du sable, parce que toutes les argiles sont passées à travers, soit que de l'argile. Et les sols rouges, où c'est de l'argile d'un bout à l'autre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'activité biologique a été tellement intense pendant des années et des années, qu'elle a tout dégradé, et quand elle dégrade tout, elle finit par faire de l'argile. Et si j'ai encore trop d'eau, l'argile finit par passer à travers, et je ne retrouve plus que le sable qui n'arrive pas à passer. Mais du coup, dans nos sols, le but du jeu de remettre cette activité biologique, c'est de venir grignoter notre sol tout doucement avec ces acides pour me libérer des éléments pour alimenter ma culture. Et ces éléments, comme elle les enrobe avec une molécule organique, elle les chélate, ce qu'on appelle, ou elle est complexe pour les ions négatifs. Et donc, elle les rend facilement assimilables par la culture, mais qui n'interagissent plus dans mon sol et qui deviennent plus bloqués. Donc, dans ces sols-là, argilo-calcaires, l'enjeu, ça va être de créer cette acidité avec trois manières. Soit on la crée par des outils chimiques. Donc je rajoute, très souvent c'est du soufre que l'on met, donc des engrais azotés soufrés. Du soufre élémentaire si ça parle à certains, donc ça c'est du soufre pur qui quand il va se libérer, va libérer de l'H+, donc on va libérer de l'acidité, donc ça c'est une stratégie. L'autre élément c'est avec mes choix d'engrais azotés. Si je prends de l'azote qui est sous forme nitrate, vous l'avez dans le coin là juste au niveau de ma croix, le nitrate et NO3 c'est un élément qui est déjà légèrement oxydé et alcalin. Donc si je remets dans mon sol un produit qui est au même endroit que mon sol, il va marcher, mais il ne va pas libérer d'éléments parce qu'il n'aura pas créé d'acidité. Si à l'inverse, je mets de l'engrais sous forme ammoniacale, que vous retrouvez en bas, le NH4, vous voyez qu'il est à l'opposé de ma petite croix que j'ai faite. Et donc comme il est à l'opposé, il est dans une zone où quand je vais le positionner dans mon sol, il va me libérer les éléments qui sont autour de ça. Donc quand je vais le mettre là, il va me relibérer du manganèse, il va me relibérer du fer et me relibérer des éléments qui étaient bloqués. Donc le choix de ma forme d'engrais, soufré et ammoniacal, dans ces sols-là est à privilégier. Juste en changeant ces pratiques-là, je vais avoir une capacité à libérer plus d'éléments. L'autre point, c'est tout ce qui est organique, donc les acides, les matières organiques que je peux apporter, qui vont me permettre d'avoir déjà enrobé mon phosphore, ma potasse, avec une molécule organique, donc limiter la vitesse à laquelle ils vont se bloquer, mais également, donc là c'est organique et biologique que l'on retrouve, tous les acides carboniques, l'acide carbonique créé par la respiration de l'activité biologique, qui va permettre de libérer des éléments nutritifs derrière, par cette acidité qu'il met en place. Et toute la biologie avec les différents acides. Donc là-dessus, ça fait un petit lien où je vais focaliser un peu plus sur cette partie microbiologie où on va parler de fermentation. Pas de celle-ci, je suis désolé. En fait, les fermentations, quand on parle microbiologie, encore une fois, chez les Occidentaux, on nous parle, en microbiologie, il faut que tu multiplies la microbiologie avec de l'oxygène, parce que ton sol il a besoin d'oxygène, donc il faut faire des choses avec de l'oxygène. Et donc il y a eu un grand mouvement à un moment donné de faire des thés de compost, si ça parle à certains, donc vous prenez du compost, vous le mettez dans une théière, vous faites chauffer, vous multipliez tout ça avec de l'oxygène. Le souci de ça, c'est qu'on est sur des produits qui ne se conservent pas. C'est-à-dire que dès qu'on coupe l'oxygène, il rebascule en fermentation, et la multiplication qu'on avait faite avec ces individus qui ont besoin d'oxygène, qu'on multiplie dans l'eau avec de l'oxygène, donc déjà là, c'est le bordel, ils vont coincer. De l'autre côté, et ce qu'on nous disait, chez nous les Occidentaux, c'est que les fermentations, c'est pas bien, parce que un sol doit avoir de l'oxygène, donc si on met des bactéries qui fermentent, ça va pas. Quand on creuse un peu plus loin, on se rend compte que les Asiatiques fermentent beaucoup de choses. Ils fermentent du soja, nous on fait fermenter du vin. L'idée, et ce qu'on se rend compte, c'est que quand on fermente, ce qui fermente en premier, c'est les bactéries lactiques. Et les bactéries lactiques sont anaérobies facultatives. Pour parler français, si elles n'ont pas d'oxygène, elles fermentent, mais si elles ont de l'oxygène, elles savent vivre aussi. Et donc là, pour les fabriquer, c'est beaucoup plus simple. Parce que déjà, de les mettre dans de l'eau qui n'a pas d'oxygène, c'est plus facile à faire. Et donc, on multiplie ces bactéries lactiques, et quand elles vont se retrouver dans un sol derrière, elles vont retrouver l'oxygène, et à nouveau fonctionner avec un système avec de l'oxygène. Par contre, ces bactéries lactiques, quand on va les mettre dans les sols qui manquent d'oxygène, elles vont pouvoir survivre, parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans mon sol, donc elles vont réussir à s'ouvrir quand même, parce qu'elles savent le faire. Et elles vont, à ce moment-là, avec un deuxième couple qui s'appelle les bactéries photosynthétiques, fabriquer de la photosynthèse. Et quand elles vont fabriquer de la photosynthèse, les photosynthétiques, elles vont libérer des microdoses d'oxygène, parce que le déchet de la photosynthèse, c'est l'oxygène. Et donc, il va faire soit du peroxyde d'hydrogène qui a des effets pour gérer les problématiques sanitaires, mais également, cette microdose d'oxygène que je vais injecter dans mon profil de sol va pouvoir tout doucement m'aider à faire floculer mon sol et à réinjecter de l'oxygène dans les horizons un peu plus profonds. Et donc, ces cocktails de microbiologie qu'on fait, juste, j'ai oublié un point, faire de la photosynthèse dans un sol.
dans la tête de tout le monde, il n'y a pas de lumière. Il fait noir dans un sol. C'est pas tout à fait ça. Il fait noir pour nous, avec notre œil. Par contre, vous avez énormément d'infrarouges qui circulent et de photons qui circulent dans un sol. Et donc, ces bactéries ont la capacité à faire de la photosynthèse avec ces spectres un peu spécifiques. Donc, l'intérêt et l'idée qu'on a derrière, c'est de fabriquer des inoculants qui vont, une fois qu'ils sont mis dans mon sol, donc là, vous avez des produits, des bactéries lactiques qu'on multiplie à la ferme, par exemple, où on a un pH acide à 3,5, enfin 3,10, là, par exemple. Quand on va le remettre, il va, par l'acidité, libérer des éléments nutritifs, plus, en même temps, enrober avec les molécules d'acide lactique, donc me libérer des éléments pour les mettre sous des formes plus solubles et plus disponibles par mes cultures. Et en même temps, ce qu'on va retrouver notamment par le peroxyde d'hydrogène ou les autres molécules qu'on est capable de produire, ça va permettre d'avoir des effets sanitaires assainisant des profils de sol pour limiter les développements de certains pathogènes. Et ça, quand on était en Asie, on leur posait la question aussi, est-ce que vous utilisez de la microbiologie? Et chez eux, c'est tellement normal qu'ils vous disent non. Et puis à un moment donné, vous avez un gars qui dit « Ah si, j'en utilise ». Il me sort la poubelle et il me sort ça de la poubelle. Il dit « Oui, mais ça, c'est la chambre d'agriculture, enfin l'équivalent, qui nous envoie ça tous les 15 jours, il faut que je le mette au goutte à goutte dans toutes mes cultures. » Donc c'est devenu tellement normal, c'est comme si vous, on vous dit « Est-ce que tu mets de l'azote ?» C'est aussi simple que ça. Chez eux, c'est « Oui, je le fais tout le temps et en permanence. » Et donc là, on est dans une situation avec, vous avez 3 bactéries, vous avez des bacillus, vous avez des levures, et vous avez les levures, c'est les streptocoques, vous avez 2 bacillus. Et l'intérêt de les mettre, c'est qu'elles vont aller libérer des éléments nutritifs, assainir le profil de sol et alimenter. On a fait pas mal d'essais par rapport à ça. Souvent, la question qu'on a, c'est est-ce qu'il y a un risque d'en mettre trop? J'ai toujours pas réussi à en mettre trop. Et quand je vous dis j'ai pas réussi, j'ai fait des dosages que l'on ne peut pas réaliser à l'échelle d'une ferme. On est à 10, 12, 15 000 litres à l'hectare dans des essais. Ce qui commence à faire beaucoup. Au maraîchage, on peut se le permettre. Dans d'autres cultures, c'est compliqué. Mais du coup, on n'a pas réussi à faire de trop. Plus on en met, plus ça pousse, et mieux ça se comporte. Par contre, il faut qu'il y ait de la matière organique en face pour qu'elle puisse se nourrir. C'est pas magique. C'est-à-dire que si on met des bactéries, c'est comme vous, si vous étiez venu ici, non, je devrais pas dire ça en ce moment, mais si vous étiez venu ici et qu'on vous dit, il n'y a rien à manger pendant une semaine ou 15 jours, ça va finir par coincer. Du coup, le but, si on met de la microbiologie, c'est de leur mettre à manger en face pour que ça fonctionne. Et après, comment on les applique? Il y a plein de façons de le faire. Donc là, c'est des petites, des grandes échelles. Il y en a qui nous les injectent au goutte à goutte. Il y en a qui nous les injectent par l'irrigation. Il y en a qui les passent au pulvérisateur. Peu importe. Le but du jeu, c'est de les apporter pour les faire fonctionner. L'autre point qu'on retrouve avec cette partie fermentation, c'est qu'on peut se dire qu'on peut aussi fermenter nos matières organiques que l'on a à l'échelle de la ferme. Donc on peut faire du compost. Donc le compost, je remue mon tas de matière organique, mais à chaque fois que je le remue, je ramène de l'oxygène. Et donc à chaque fois, je l'oxyde. Et je perds du carbone et je perds de l'azote. Du compost, c'est accepter une pollution de l'air pour éviter une pollution des sols. Enfin, des matières, des nappes plutôt. Mais il y a d'autres intérêts parce que ça assainit, on est d'accord, ça limite la quantité d'eau. Mais l'autre stratégie, c'est de se dire cette matière organique, je vais peut-être la faire fermenter pour essayer de conserver un maximum de sucre à l'intérieur, un maximum d'éléments, comme on ferait avec un tas d'ensilage pour l'ensilage de maïs ou l'ensilage d'herbe. Et le but de cet ensilage, si on l'a tassé correctement, qu'on l'a fait fermenter, vous conservez l'ensemble des sucres. Alors que cet ensilage, si vous l'avez mal tassé, vous avez tout de suite de la putréfaction qui se met en place. Par contre, cette putréfaction, nous, quand on fait du bokashi, donc cette fermentation des matières organiques, on veut qu'elle se mette en place dans le sol, une fois qu'on retrouve l'oxygène. Mais l'intérêt à ce moment-là, c'est de faire un tas d'ensilage pour conserver un maximum de matière et de sucre pour qu'une fois qu'on le met dans le sol, ça libère un maximum d'éléments nutritifs et ça stimule l'activité biologique. Pour vous donner des ordres d'idées d'échelle, ça prend 6 à 8 semaines à fabriquer cette fermentation, comme un tas d'ensilage à peu près. La ville de Canberra, qui est la capitale de l'Australie, aujourd'hui a arrêté de composter et fermente toutes ces matières organiques à l'échelle de la ville parce que c'est plus rapide en termes de cycle que le compostage. Et ils ont réussi à normer, par le process que vous avez une montée en température initiale et puis une chute, permettre tout l'assainissement aussi bactérien ou pathogène qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc ça, c'est des choses intéressantes sur différentes échelles pour vraiment avoir un effet de recyclage et booster de l'activité biologique. Et l'autre élément de fermentation, on en a un là. Où là, vous avez des fermenteurs à 4 pattes qui vont digérer. Et ça, cette photo, elle n'est pas chez nous. Vous voyez qu'ils ont des petites bosses. On est en train de les voir s'il faut qu'on s'adapte au changement climatique et que chez nous aussi, on mette des brahmas, des ébus. Non, ce qui est intéressant, et ça c'est Alain Savory qui en parle beaucoup,
Dans nos environnements, nous qui avons un environnement très tempéré, on s'en rendait pas compte, mais aujourd'hui avec la sécheresse qui est de plus en plus importante, c'est intéressant à regarder. Nous, dans notre système, si tu laisses de la matière organique au sol, elle va finir par se digérer toute seule, parce qu'il y aura de l'humidité, de la chaleur à un moment pour pouvoir lancer la digestion. Quand vous allez dans les environnements plus désertiques, plus secs, ce qui se passe, c'est que le cycle dure très peu de temps. Vous avez cette humidité et cette chaleur, ça dure très peu de temps. Et donc, vous avez beaucoup plus de mal à recycler des éléments nutritifs. Et la nature, comment elle a fait pour compenser et pour gérer ça? C'est qu'elle continue la digestion, mais sur 4 pattes. Parce que dans un rumen, vous avez toujours la température et l'humidité. Et donc, vous continuez à recycler les éléments au fur et à mesure de l'année et tout au long du système. Et donc, plus on arrive vers des environnements secs et compliqués, en anglais, ils appellent ça des environnements brutaux, plus on arrive dans ces environnements-là, plus il faut mettre l'animal pour aider à recycler les éléments nutritifs pour qu'on fasse plusieurs cycles dans l'année au lieu d'en faire qu'un qui dure très peu de temps. Et donc, on en revient sur ça, comment on recycle et comment on travaille. Donc là, on a regardé de la biologie dans certains cas, des minéraux et du carbone, sur les sols argileux et sur les limons. Là, je vais dévier un petit peu et prendre une échelle un peu différente. On va parler un peu stratégie d'entreprise ou rotation par rapport à de l'économique. Et on va redescendre après sur du maraîchage et sur comment ça peut se comporter en maraîchage. Sur les rotations, donc je les ai suivis, j'ai essayé de creuser ce sujet-là. Je vous ai dit, les Asiatiques m'ont dit les rotations, on ne comprend pas, ça sert à quoi ce truc-là? Et avant de tomber sur les Asiatiques, j'étais tombé sur plusieurs personnes aux États-Unis qui me parlaient de ça aussi, où ils me disaient, mais les rotations, on cherche à les allonger, et le but de l'allonger, c'est de faire rentrer de plus en plus de cultures pour gérer mes problèmes de salissement, pour gérer mes problèmes de fertilité. Et j'ai quelqu'un qui s'appelle Gary Zimmer, qui réfléchissait à ça et a dit, mais une rotation en bio, on veut faire une rotation assez longue avec une tête de rotation qui est la prairie, 2-3 années de prairie, puis derrière on met mes cultures, au bout de 3 ans, 4 ans, je vais remettre une culture de relais de fertilité, une légumineuse, pour me ramener de la fertilité et relancer mon cycle. Et puis j'arrive en 4, 5, 6e année, où là j'attends qu'une seule chose, c'est que la prairie revienne pour gérer mes problèmes de salissement, mes problèmes de rendement où ça coince, ou les cultures à la fin de cycle qui sont plus toujours très rentables. Et donc je me dis, mais j'espère que la prairie va revenir. Et il s'est dit, mais tout simplement, si j'ai une rotation de 9 ans, 3 années de prairie, 6 années de culture, j'ai une rotation 1 tiers, 2 tiers. Vous êtes d'accord avec moi? 1 tiers de prairie, 2 tiers de culture. Il s'est dit, mais pourquoi je ne simplifierais pas ma rotation pour faire un système 1 tiers, 2 tiers directement? Parce que ça me permettrait à l'échelle de ma ferme de faire tourner la rotation beaucoup plus vite. Parce que déjà 9 ans, quand vous avez fait ça 2 ou 3 fois sur votre ferme, vous avez pris plusieurs cheveux gris. Et des fois, vous n'avez pas le temps de la voir finir, votre rotation, alors que sur 3 ans, ça va plus vite. Et il s'est dit, si je mets ma tête de rotation qui revient tous les 3 ans, je vais avoir la fertilité qui va circuler plus vite, donc moins de problèmes sanitaires à gérer. Et 2 ans après un trèfle, on sait qu'on a encore de la fertilité qui circule. Et donc, la deuxième culture est encore belle, je remets une nouvelle culture pour redémarrer et relancer mon cycle, et c'est reparti. Enfin, je remets ma tête de rotation, mon trèfle, ou une luzerne, peu importe, pour relancer le cycle. Et donc, on se rend compte que quand on bascule sur des rotations comme celle-ci, enfin, en 3 ans ou 4 ans, peu importe, on a une fertilité qui circule beaucoup plus vite, et tous les problèmes qu'on avait en fin de rotation, qu'on avait besoin de mettre une prairie longue pour les gérer, comme on a éliminé toute cette zone de problème, on n'a plus besoin d'une prairie aussi longue pour pouvoir les gérer. Ça, j'ai plusieurs producteurs qui le font, dont certains en Vendée. Donc là, on est sur du 2-2 carrément en Vendée, où on est chez quelqu'un qui est en bio, où on fait 2 années de prairie, pâturée avec les animaux, 2 à 3 années de culture selon comment ça se passe. Et l'an dernier, donc c'est sud sur la partie bocage vendéen, l'an dernier, après les récoltes de maïs, il m'envoie un SMS, il me dit « ton affaire, ça marche ?» Cette année, je fais plus de 100 quintaux de maïs sur 40 hectares en bio. C'est quelqu'un que j'ai en formation, j'y retourne la semaine prochaine dans son coin. Il faut que je surveille l'heure. C'est quelqu'un, quand vous allez en formation avec lui, quand tout le monde pose la question ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, il vous dit ça marche plutôt bien et c'est assez simple à faire fonctionner. Juste, ça c'est des marges économiques, on va y passer rapidement, mais ça c'est des marges en bio ou en conventionnel, en grande culture. Vous avez le palier des 450 € à l'hectare de charge de structure, et quand vous regardez ça c'est le Sud-Ouest il y a 2 ans, et on n'a pas publié cette année parce qu'on n'ose pas les publier, on se rend compte que ça pique, et que ça devient compliqué sur nos fermes pour avoir de la rentabilité dans nos systèmes céréaliers. Et donc dans ces cas-là, la réflexion est d'autant plus pertinente de se dire, est-ce que je ne vais pas enlever 20-30% de ma sol pour construire et bâtir de la fertilité, plutôt que de mettre des cultures où je sais que dès le premier jour où je les implante, je perdrai de l'argent.
Pour finaliser par rapport à ça, sur les couverts végétaux ou les couverts qu'on implante, il faut mettre de la graine. Si vous ne mettez pas assez de graines, vous n'avez pas de biomasse. Là, on a des essais, une févrole qu'on fait beaucoup dans le sud-ouest, versus un couvert à plus grosse densité, où on fait à peu près la même biomasse, mais pas pour le même coût de semences. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que si on double la densité de semences, donc là, on est rendu à 700 graines au mètre carré, si ça parle à certains, on double la biomasse produite dans le même laps de temps. Donc, si vous voulez faire des couverts végétaux et produire beaucoup de biomasse et beaucoup d'azote et beaucoup de fertilité, il faut énormément mettre de semences. Juste pour finaliser mon dernier exemple, et je vais aller très vite, sur la partie qualité des légumes et systèmes maraîchers. Ce qu'on se rend compte dans ces systèmes-là, surtout les systèmes à petite échelle où je mets beaucoup de biomasse, énormément de biomasse en me disant que ça va gérer tous mes problèmes, ça marche très bien au démarrage. Et plus je mets de biomasse, plus je me retrouve dans une situation où je vais accumuler du potassium, que je vais en exporter en partie avec mes légumes, mais très souvent j'en apporte plus que ce que j'exporte. Et cet excès de potassium va venir bloquer mon assimilation calcium-magnésium derrière. Et ce qui se passe, c'est que ça, c'est des schémas qui vous représentent la quantité d'eau qu'un atome apporte. Donc si vous comparez de la potasse avec du calcium, par exemple, vous voyez que le potassium amène beaucoup plus d'eau dans la plante que le calcium. Et donc dans un système légumes, où un de mes enjeux, c'est le goût et la conservation, plus je vais fertiliser avec du potassium, ou avoir du potassium en excès par rapport à mon calcium, plus je vais avoir de risques de problèmes de conservation et de pourrissement ou d'éclatement. Donc là, vous avez un cas où vous avez trop de potassium sur des tomates, par exemple, ça pourrit. Bon, si on en manque, on a des problèmes de coloration aussi, ça arrive. Et à l'inverse, si on a l'excès de calcium, on fait des tomates comme vous avez chez les Espagnols où on peut faire de la pétanque avec. Donc là, ça pose d'autres problématiques. Mais le but du jeu, c'est de trouver ce juste équilibre entre les deux pour avoir cette bonne fertilité et des cultures qui fonctionnent bien. Donc dans ces systèmes maraîchers, le gros enjeu, donc ça c'est des analyses de sol, mais je regarde, il faut que je clôture. Le gros enjeu dans ces systèmes-là, c'est de s'assurer d'avoir suffisamment de disponibilité et d'équilibre entre mon calcium et mon potassium tout au long de ma saison pour pouvoir avoir un bon taux de matière sèche et une bonne conservation et un bon goût. J'ai des situations où les maraîchers m'expliquent, on a des salades, on les cueille, le lendemain matin, elles sont fanées. Parce que ma salade, c'est que de l'eau. On pourrait avoir la même situation avec des éleveurs où vous faites des fourrages et vous faites des fourrages alimentés qu'à la potasse. Vous avez des fourrages qui sont pleins d'eau, qui se conservent mal et qui n'ont pas de valeur alimentaire pour vos animaux derrière. Quand je travaillais en Mayenne, c'était notre porte d'entrée, c'est comment on augmentait le taux de matière sèche de nos fourrages pour pouvoir produire le plus de lait derrière. Et ça marche très bien, c'est toujours cet équilibre calcium-potassium qu'il faut chercher à équilibrer entre les deux. Donc voilà, donc ça c'est des analyses de sol avec des méthodologies un peu particulières où on va titrer réellement la disponibilité des éléments, où là vous avez deux sols qu'on compare, où vous voyez en fonction des... deux parcelles, deux placettes avec des stratégies qu'on a mis côte à côte, c'est le même sol à l'origine, vous voyez la différence de disponibilité. Si vous prenez le calcium, c'est un sol argilo-calcaire. Vous voyez le calcium où il y a marqué CO2, dans les deux cas, il y a des valeurs assez élevées. Par contre, le calcium H2O, donc celui qui est réellement disponible pour la culture, vous avez d'un côté beaucoup de calcium disponible, à 250 tout va bien, et de l'autre côté, vous avez 12 ppm, ça fait 20 kg à l'hectare à peu près. Donc autant dire, non, c'est des kilos cela, bon, peu importe. Donc autant vous dire que on se retrouve dans des situations où on a une carence en calcium, alors que mon sol est plein de calcium. Là, c'est des argilo-calcaires, c'est chez moi, exactement, c'est par celle-ci. Et donc, on se rend compte qu'on est plein de calcium, mais qu'on a des carences. Et donc là, l'enjeu revient de comment je rends mes éléments disponibles, comment je les rends assimilables pour ma culture, et comment je fais alimenter mon système. Et donc, pour pouvoir faire ça, j'en reviens à mon petit triptyque que je vous ai mis depuis le début. Il me faut les minéraux et s'assurer qu'ils soient présents. Il me faut mon activité biologique, et il me faut de la nourriture pour leur donner à manger. Merci à vous.